l'album, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est un livre qu'on va souvent lire à voix haute. Il y a toute la dimension musicalité du texte, mais il y a aussi un sens du rythme exceptionnel dans ces ouvrages, une qualité esthétique absolument remarquable parce qu'on a vraiment des artistes. Beaucoup de ces ouvrages, et notamment ceux pour les petits, touchent très souvent à des questions existentielles parce que l'idée aussi c'est de répondre aux fameuses grandes questions des enfants. Et répondre aux grandes questions, c'est souvent faire œuvre de philosophie. La grande artiste et illustratrice de livres pour enfants, Květa Pakowska, disait que l'album c'est le premier musée que visite l'enfant, et c'est absolument ça, c'est-à-dire c'est vraiment un compagnonnage avec une expression artistique, contrairement aux idées reçues. Moi je trouve que l'album c'est ce qui est le plus complexe, en tout cas en tant que critique, l'analyse d'un album me demande beaucoup plus de temps que l'analyse d'un roman, y compris de 800 pages. Bonjour Sophie van der Linden. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir, mais alors c'est pas moi qui vous reçois, c'est plutôt les éditions Gallimard Jeunesse qui nous reçoivent dans leurs locaux, alors merci à eux. Vous êtes critique littéraire, mais une critique littéraire d'un genre un peu particulier, parce que vous êtes spécialiste de littérature jeunesse. Et vous êtes aussi romancière. Côté littérature jeunesse, vous avez fait paraître un premier ouvrage critique en 2000 sur Claude Ponty, c'est un personnage dont on reparlera plus tard, mais aussi des ouvrages justement chez Gallimard Jeunesse pour faire découvrir au plus grand nombre, enfin au grand public comme on dit, cette littérature très, très très riche. Et vous avez fait donc paraître 2 guides, un qui s'appelle Je cherche un livre pour enfants en 2011 et plus récemment Tout sur la littérature jeunesse. Mais vous êtes aussi romancière. Alors malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas parler de cette activité-là, mais je cite quand même 2 de vos romans. Le premier qui s'appelle La Fabrique du Monde, et qui est aujourd'hui disponible chez Folio, en édition de poche. Et le dernier, donc, qui est paru en début d'année, qui s'appelle Arctique solaire, chez De Noël, et qui est une biographie romancée de la peintre suédoise Anna Boberg. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. J'avais quand même une première question avant de vous faire écouter un extrait sonore. C'est pourquoi cette passion pour la littérature jeunesse ? C'est une vaste question. Eh bien, j'ai longtemps été aussi bien dans mes goûts d'enfant, puis d'adolescente, et ensuite d'étudiante, un peu tiraillée en fait entre mon intérêt pour la littérature, le texte et les images illustrées, dessinées, cinématographiques. Et donc j'ai vraiment toujours navigué de l'un à l'autre, l'un avec l'autre. Et au cours de mes études, où j'étudiais à la fois la littérature moderne, enfin les lettres modernes, la bande dessinée, le cinéma, l'histoire de l'art, je suis tombée quasiment par hasard sur des albums pour la jeunesse, donc ces livres d'images. Et j'ai constaté qu'on pouvait assez légitimement les considérer comme des objets d'étude. Et donc de ce jour-là, j'avais vraiment trouvé l'objet qui me permettait de réunir ces deux grands langages et de m'intéresser à leurs interactions. Mais finalement, c'est vrai aussi que, par exemple, dans mes romans, j'écris énormément sur la peinture, donc il y a vraiment toujours cette forme de dialectique entre le texte et l'image qui est à la source, en fait, de cet intérêt. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnages de peintres, notamment dans le dernier, qui est une biographie. C'est une peintre qui a existé. Oui, et c'est vrai que... Alors là, c'est vraiment... quand j'écris des romans, c'est vraiment en littérature générale, mais c'est quand même cette idée de comment on travaille avec une matière verbale, la question de l'image, en fait. Un vaste sujet pour la littérature jeunesse. Oui. Alors, je vous propose d'écouter un petit montage sonore et peut-être de me dire de quoi il s'agit, en fait. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là ? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré.
l'âne trop rigolo. L'âne trop rigolo. Le chewing-gum, c'est très vulgaire. Le chewing-gum, ça m'exaspère. Willy Wonka, le voilà. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes loulou. Tu as vraiment cette cicatrice? Fantastique. Monsieur Potter, notre nouvelle... Fantastique, j'aimais bien ça. Alors, qui sont ces... Vous voulez la liste? Écoutez, on part du Petit Prince, on arrive à Harry Potter et on croise quelques-uns des héros significatifs de la littérature pour la jeunesse, singulièrement des éditions Gallimard Jeunesse, sous leur forme adaptée, hein, que ce soit de l'audio ou de l'audiovisuel, c'est toutes les dérivés, les amplifications et développements qui ont pu être faits sur des ouvrages qui ont rencontré un grand succès, parfois un succès phénoménal, pour notamment le premier et le dernier d'entre eux. C'est vrai qu'on parle de héros chez Gallimard, je crois, pour ces grandes figures. Et les héros, ça va de l'un trop effectivement à Harry Potter ou donc aux personnages de Roald Dahl qui sont souvent adaptés aussi sur grand écran. Et moi, ça m'avait marqué effectivement parce que donc j'ai eu la chance, vous former à la fois des libraires, des étudiants, en plus de vos conférences grand public. Et donc j'avais eu la chance d'assister à une de vos formations. Et cette importance des héros, des personnages récurrents, moi ça m'a frappé comme ça, parce que effectivement je ne connais pas très bien la littérature jeunesse, d'où notre rencontre aujourd'hui. Et je me suis dit, mais en fait, je crois ne pas la connaître, mais finalement, on vit tous avec, j'ai envie de dire. Oui, alors c'est vrai que de l'extérieur, il y a des spécificités en fait de la littérature pour la jeunesse qui étonnent. Nous, quand on est dedans, on ne s'en étonne plus. Mais notamment, en réalité, les héros, c'est la question des séries. Parce qu'en fait, les héros, ce sont des personnages récurrents, ce qu'on appelle les personnages récurrents, et donc des personnages qu'on va soit retrouver de livre en livre, inchangés. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de la série. Puis, par exemple, chez Harry Potter, ça peut prendre en revanche la forme d'une évolution, de cycle. Mais c'est cette idée qui est présente en fait vraiment aux origines de la littérature pour la jeunesse, qui est l'identification des lecteurs à un personnage qui est créé d'ailleurs finalement au tout départ par ce sur quoi la littérature pour la jeunesse a d'abord prospéré. Ce sont les historiettes morales, et c'était des enfants ou des jeunes gens qui se comportaient bien, qui étaient des modèles et dont on imaginait qu'on allait susciter à la fois l'adhésion et puis la reproduction de ces bons comportements. Parfois, je me dis qu'on est encore un peu sur ces schémas avec certaines figures, justement, d'héros peut-être très sages, ou en tout cas qui seraient vecteurs de principes éducatifs qu'on voudrait voir adoptés par les enfants. Il n'a jamais d'ailleurs été prouvé que ça fonctionne, et même plutôt l'inverse en réalité, c'est-à-dire que faire lire un livre à un enfant avec un héros qui a un comportement vertueux ne signifie pas qu'on va forcément adopter ce comportement dans la vraie vie, notamment confronté à un dilemme. Mais c'est assez structurant. De ces héros vertueux sont aussi nés très tôt des contre-exemples. C'est notamment le Struwwelpeter qu'on connaît en France sous le nom de Pierre l'Ébouriffé ou Crastignas, et là qui est vraiment un livre vraiment tout milieu du 19e siècle qui met en scène vraiment des enfants qui font des bêtises.
Et on est plus dans le registre de l'humour noir. Et c'est assez drôle de voir que finalement, ces schémas-là ce schéma entre enfant sage et enfant terrible sont toujours à l'œuvre et qu'on a toujours des héros qui vont être soit très dociles, soit au contraire faire des bêtises et aller un peu à contre-courant des attentes de leurs parents notamment. Alors, vous avez mentionné l'origine de la littérature jeunesse. Alors, effectivement, ce serait plutôt fin du 19e, mais ce qui m'avait marqué aussi, c'est que les grandes maisons, et dont Gallimard Jeunesse, c'est vraiment plutôt une histoire d'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, et voire même années 60, 70. Alors, à quoi c'est dû? C'est un peu tardif par rapport au reste de la littérature en général. Le démarrage... effectivement est assez tardif parce qu'il faut qu'on accepte qu'une littérature soit destinée aux enfants et qu'elle leur soit spécifique en fait, puisque auparavant on va choisir dans l'offre de littérature générale, surtout dans les romans d'aventure, Gulliver, L'île au trésor, Robinson Crusoe, etc., vont être destinés aux enfants, aux jeunes gens, et on estime que ça convient très bien. Et c'est vraiment l'appréciation un petit peu plus fine de ce qu'est un enfant, de ses besoins, qui vont... et donc c'est plutôt finalement des philosophes, des pédagogues, qui vont penser finalement la littérature pour la jeunesse. Et puis, ça va se développer au XIXe siècle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on va pouvoir imprimer de l'image plus facilement à ce moment-là. Et puis aussi tout simplement parce que l'éducation se généralise. Et donc, tout simplement, on a des lecteurs, on a beaucoup plus de lecteurs. Et donc, les éditeurs peuvent se permettre de s'avancer vers un marché éditorial à ce moment-là. Donc, par rapport à la forme romanesque ou à la littérature de manière plus générale, on commence quand même très tardivement. Et puis, après, pourquoi ça va se développer au cours du XXe siècle, mais surtout dans la seconde moitié, et en effet à partir des années 1970-80 surtout, eh bien c'est parce que il y a un terrain favorable. Les premières librairies spécialisées jeunesse apparaissent dans les années 60. La question de la lecture publique réfléchie et appliquée aux enfants aussi. Les rayons jeunesse dans les bibliothèques, puis les bibliothèques véritablement spécialisées jeunesse. Donc il y a tout un terrain, un maillage de librairies, de lecture publique qui va accompagner en effet à la fois donc, le développement assez spectaculaire de cette édition, et puis aussi sa transformation, c'est-à-dire que oui, on a des exemples très anciens dès les débuts de la littérature pour la jeunesse, de livres d'artistes, de livres d'auteurs, de propositions véritablement littéraires ou artistiques, mais en réalité ce qui va quand même dominer, c'est des préoccupations éducatives, et donc de plus en plus les auteurs, les éditeurs vont aussi s'affranchir de cette perspective uniquement éducative et considérer que les enfants ont droit à une littérature à part entière. Et donc tous les pôles vont se développer, aussi bien le scolaire, le documentaire que le romanesque. Et puis, ce qui fait quand même beaucoup la spécificité de la littérature pour la jeunesse, c'est donc cette littérature illustrée, ce qu'on appelle les albums pour la jeunesse, et qui, d'ailleurs, en France, est un peu un fleuron à l'international, ignoré souvent, mais c'est vraiment un domaine dans lequel on rayonne à l'international. Alors oui, là, vous parliez de tout un écosystème qui s'était constitué, et ça me fait penser au Salon du livre de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, on dit souvent Salon de Montreuil. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste. Et pourquoi je pense à lui? Parce qu'effectivement, il fêtait ses 40 ans, ce qui correspond peu ou prou aux périodes qu'on a évoquées. Et il y avait
il y a 2 autres chiffres que j'ai retenus. 400 maisons d'édition, alors là on se dit ouais quand même, c'est pas rien. Et 200 000 visiteurs, bon ça c'est pour l'attrait aussi qu'on peut mesurer, puisqu'effectivement c'est le plus grand salon de littérature jeunesse en France en tout cas. Et ça me fait penser effectivement à toutes ces maisons qui portent aujourd'hui le marché du livre, parce que, comme vous le disiez, on ignore souvent effectivement les fleurons de la littérature jeunesse, et on ignore aussi que dans les dernières années où la littérature générale, où les essais étaient un peu soit stables, soit plutôt sur une pente un peu descendante, ça a pu porter tout un marché du livre au sens large, quoi. Oui, un marché quand même assez conséquent, hein, puisqu'il a atteint jusqu'à 1/4 du chiffre d'affaires global de l'ensemble de l'édition, que ces fameux albums, en tout cas que l'illustration à la française s'exporte très bien. Je sais, là j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est vraiment une part largement majoritaire en fait des cessions de droits qui se font dans le domaine de la littérature jeunesse. Donc c'est vraiment, oui, en termes économiques, mais aussi plus généralement en termes de dynamisme éditorial, les créations de librairies spécialisées jeunesse, les pôles jeunesse dans les bibliothèques, etc., bien sûr, sont constamment en croissance, parce que alors bien sûr, il y a une adaptation démographique, mais aussi parce que de plus en plus, les éducateurs au sens large s'intéressent d'un peu plus près à cette question des contenus en fait, qu'on adresse aux enfants. Et alors, ça me fait penser à une dernière catégorie dans l'écosystème, c'est les influenceurs peut-être aussi, dont certains se passionnent pour certains pans de littérature, justement. Alors, pas tant que ça, à ma connaissance, sur la littérature pour la jeunesse, beaucoup sur ce qu'on appelle le young adult, mais le young adult est-il de la littérature jeunesse? En fait, c'est ça aussi, c'est que ce qui s'est passé aussi dans les dernières décennies, c'est que finalement, le spectre des lecteurs s'est considérablement élargi, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la petite enfance, les 0-3 ans, lire dès la naissance, des choses qui sont arrivées assez récemment. Et donc, avoir une production pour les bébés, c'est quelque chose qui n'était pas envisagé ou envisageable il y a 40 ans. Donc, il y a ce segment-là qui est très important. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, effectivement, on repousse constamment les limites d'âge, où on a allègrement enjambé l'adolescence pour effectivement aller toucher un public de jeunes adultes, comme on dit. Donc il y a aussi cette dynamique, en fait, là, d'aller constamment nourrir de nouveaux publics. Après, moi, je regrette, en fait, que la littérature pour la jeunesse, c'est quand même un secteur qui rencontre encore trop peu d'intérêt, à mon sens, que ce soit de la part de la presse généraliste, des rédactions. On a quand même très très peu de journalistes spécialisés dans les rédactions où il y a des pages littéraires. On a encore assez peu de chercheurs et d'enseignants à l'université. Tout ça comparé soit à d'autres pays, soit à d'autres genres, comme par exemple la bande dessinée, qui a quand même et un enseignement, et une presse, et une littérature grise considérable, alors qu'on est sur des littératures qui sont relativement comparables en termes d'évolution, d'ancienneté et aussi de public. Même si, il est vrai, c'est peut-être ce qui fait la différence, la bande dessinée a su conquérir un public adulte. Alors, il se murmure que quand même de plus en plus d'adultes, en librairie, dans les salons, les festivals,
c'est manifestement l'un des phénomènes un peu récents que beaucoup d'adultes achètent, font signer des livres pour eux-mêmes, plutôt des jeunes adultes, mais qui ne sont pas forcément les jeunes adultes du young adult, mais il est probable que quand même la richesse de cette littérature arrive à convaincre plus largement. Moi, j'aime bien penser aussi que la littérature... Alors, on a eu des tas de formules pour dire qu'un bon livre pour enfants est un bon livre tout court, que voilà, la littérature... il n'y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. J'aime bien, moi, cette idée de dire que c'est une littérature qui serait accessible à tous, en fait, à toutes et à tous. À l'heure où on parle des lectures faciles à lire, à l'heure où on s'interroge sur les intelligences au pluriel, les sensibilités aussi, il y a peut-être quelque chose dans cette littérature qui permettrait d'accueillir en fait beaucoup de profils de lecteurs. Et alors la difficulté, c'est que beaucoup d'adultes très très savants pensent qu'ils vont s'abaisser à lire des livres pour la jeunesse, parce que peut-être ce seraient des livres moins érudits, mais en réalité, moi, ça me fait un peu penser à la poésie. C'est-à-dire que, oui, on est dans des formes peut-être plus courtes que le roman ou l'essai, mais on est aussi dans des formes plus musicales, plus variées. Un album, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est un livre qu'on va souvent lire à voix haute. Il y a toute la dimension, musicalité du texte, mais il y a aussi un sens du rythme exceptionnel dans ces ouvrages, une qualité esthétique absolument remarquable parce qu'on a vraiment des artistes qui pourraient vraiment rivaliser et qui rivalisent d'ailleurs très souvent avec des artistes contemporains en galerie d'art. Donc on a beaucoup de qualités qui ne sont pas à comprendre comme plus simples ou simplistes, plus faciles forcément, mais peut-être une autre manière de toucher le lecteur dans son émotion, mais peut-être aussi parfois dans sa réflexion, puisque finalement beaucoup de ces ouvrages, et notamment ceux pour les petits, touchent très souvent à des questions existentielles, parce que l'idée aussi c'est de répondre aux fameuses grandes questions des enfants, et répondre aux grandes questions, c'est souvent faire œuvre de philosophie par exemple. Donc c'est vrai qu'on aimerait, dans ce champ de la littérature pour la jeunesse, on aimerait que les adultes s'y intéressent peut-être de plus près, parce que sans doute que ça apporterait un soutien important aussi à ces formes les plus intéressantes, parce que bien entendu, comme dans tout secteur, il y a aussi beaucoup de scories, hein, donc... Oui, alors moi j'ai été frappé quand même effectivement sur le côté adulte. J'ai vu beaucoup d'adultes là, sur le salon, donc toujours de Montreuil, et spécifiquement sur le stand Gallimard, venir se faire dédicacer, oui, plus des albums pour le coup. Là, j'ai ressenti ça, notamment moi, avec des séries comme les drôles de petites bêtes, là, dont on entendait tout à l'heure un petit extrait du générique pour l'adaptation télévisuelle. Et là on sent que des gens ont grandi avec et continuent en fait oui, c'est ça, je pense que développer cette passion, quoi, et la faire partager. Sans doute que les adultes d'aujourd'hui ne s'empressent pas de rompre avec perte et fracas avec leur enfance, et qu'il y a un lien à l'enfance qui fait qu'on ose aussi assumer ce goût pour des livres qu'on a lus dans l'enfance, ou peut-être de manière ininterrompue, mais l'exemple des petites bêtes est tout à fait éloquent, puisque Anton Kriegs a un travail pictural, ça fait je crois 30 ans maintenant. Oui, c'était l'anniversaire. Voilà. Ça fait 30 ans qu'il travaille sur le motif du jardin, qu'il le fait avec un toucher, une gamme chromatique, une extrême sensibilité.
On est bien sûr dans le cadre d'œuvres reproduites, mais on est à chaque fois, chaque illustration est comme un petit tableau. Donc que des adultes continuent à avoir ce goût de cette peinture-là, de ce motif du jardin et des petites bêtes. Donc dans les livres n'est pas si étonnant en fin de compte, même si sans doute que ça peut surprendre quand des adultes arrivent devant un auteur avec un livre pour les petits voilà, qui on demande pour quel enfant on doit le dédicacer, que ces adultes disent toujours un petit peu en rougissant, mais c'est pour moi. Mais finalement, ça paraît assez presque logique en fin de compte. L'album un peu comme livre d'art, quoi. Oui, bah c'est vraiment comme ça qu'il a été considéré par beaucoup tout au long de son histoire. La grande artiste d'ailleurs et illustratrice de livres pour enfants, Květa Pakowska, disait que l'album c'est le premier musée que visite l'enfant, et c'est absolument ça, c'est-à-dire c'est vraiment un compagnonnage avec une expression artistique à part entière. Oui, je me rappelle que vous expliquiez qu'il y avait eu une école russe de l'illustration aux origines, donc là on est chez Gallimard, mais pas seulement d'ailleurs. Ah bah, Gallimard a beaucoup soutenu cette... en effet, il y a eu, après la Révolution de 1917, des artistes qui ont souhaité diffuser cette conception artistique des avant-gardes, mais aussi un peu plus généralement la logique révolutionnaire. On parlerait aujourd'hui de soft power dans ce que représentaient ces albums pour enfants, mais qui étaient signés des très grands poètes et des très grands artistes, des proches de Kazimir Malevich, El Lissitzky, etc. Et donc c'était une production exceptionnelle, et Gaston Gallimard, le fondateur des éditions Gallimard, était très très intéressé par cette production. Et donc l'un des tout premiers livres pour enfants publiés par Gallimard, enfin c'est pas le tout premier, le premier c'est en 1919, c'est Maceo Cosmage, mais qui est un livre de peintre en effet. Et puis en 1931, Mon chat de Nathalie Parrain. Nathalie Parrain est l'une de ces artistes russes exilés en France, et il y en a eu un peu partout dans le monde qui ont diffusé dans l'édition jeunesse de plusieurs pays ces esthétiques et puis cette grande exigence artistique. Alors, tout à l'heure, vous avez employé le terme enjambé pour faire montrer le pont justement qui peut exister entre les littératures dites jeunesse et dites adultes. Et moi, j'ai appris un terme cette année, anglais, un anglicisme, c'est crossover, qui veut dire enjambé en fait, qui désigne précisément ce fait-là de pointer des ouvrages de littérature jeunesse qui peut être lu par des adultes, si j'ai bien compris. Notamment, est-ce qu'on pourrait dire que Anne-Laure Bondou, là, qui était dans mon dos là tout à l'heure, oui. c'est du crossover. Oui, alors, ce qu'on appelle maintenant, de manière tout à fait charmante, le crossover recouvre en réalité pas mal de réalités. L'un des premiers crossovers qu'on peut constater... finalement, le premier crossover dans la maison Gallimard, c'est le fait d'aller chercher des œuvres du fonds littéraire Gallimard, NRF, et de les apporter aux enfants sans adaptation particulière du texte, mais avec des éditions souvent illustrées. Après, il y a un autre exemple. Donc c'est le chemin inverse. Oui. Je voulais en venir là. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi Michel Tournier qui adapte Vendredi ou Les Limbes du Pacifique lui-même à un public qui passe de l'adulte à la jeunesse. Et vous aviez dit d'ailleurs que cette version-là était sa version préférée. Oui, oui, la version tout ultime, à fait. En fait. Oui, il a vraiment retravaillé la première version qui était parue dans La Blanche, chez Gallimard, NRF, et il a toujours... il avait même eu un mot assez fort qui était de dire que ça avait été le paillasson de son chef-d'œuvre ensuite, Vendredi ou La Vie sauvage. Et parce que il a vraiment, justement, c'est intéressant aussi, travaillé dans la simplification de son style. Il considérait que son style était trop empoulé dans la version
paru en littérature générale et qu'il avait été plus juste tout en restant dans un style et dans une belle langue dans sa version destinée aux enfants. Et ensuite, là, véritablement, ces phénomènes de crossover, en réalité, vont naître avec Harry Potter, avec même Philippe Pullman, c'est-à-dire toute cette production venue du monde anglo-saxon qui va aussi faire paraître des romans en grand format. Harry Potter paraît tout d'abord dans la collection Folio Junior de manière presque tout à fait anonyme. C'est un tirage de 6000 exemplaires. C'est vraiment un Folio Junior comme un autre. et puis après le succès considérable que l'on sait, c'est le 4e tome qui va lui paraître en grand format et donc qui a cette ambition de rassembler un lectorat très large et effectivement d'aller toucher, enjamber le lectorat adulte d'une œuvre qu'on a d'abord destinée aux enfants. Et par exemple, Harry Potter aujourd'hui et par ceux qui se réclament du young adult, par exemple, place Harry Potter dans cette littérature young adult, alors qu'au départ elle était dans une collection. Alors je me souviens plus à l'époque la cible d'âge, mais grosso modo on est sur les 8-12 ans avec Folio Junior. Oui, alors cette question épineuse des âges, parce que c'est vrai que c'est la première question que les parents, enfin les gens en librairie, les acheteurs, je ne sais pas comment dire, les gens qui cherchent un livre pour leur enfant vont poser, mais c'est pour quel âge? Et bon, alors évidemment, c'est assez facile, on va dire, quand on s'adresse au bébé, bon, c'est une typologie, et encore que, pas si facile que ça. C'est un peu la question piège, ça, les âges en littérature jeunesse. Oui, c'est une question qui, je pense, mobilise peut-être un peu trop, parce que dans la réalité de la lecture des enfants, alors d'une part, c'est très compliqué parce qu'un enfant de 8 ans, il y en a qui arrivent à peine à déchiffrer, et puis d'autres qui ont déjà lu tout Harry Potter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un lecteur de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans? Il y a en fait beaucoup de réponses. Donc, effectivement, il y aurait cette idée qu'il y a des livres qui ne seraient accessibles qu'à partir de tel âge ou jusqu'à tel âge. Mais dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se produit. Parce que si on prend l'exemple des bébés, moi j'ai vu de mes yeux vus un bébé être absolument fasciné, avec une manifestation physique qui montre tout à coup un intérêt manifeste pour un grand frère qui est en train de réciter les fables de La Fontaine. Bah oui. La magie de l'alexandrin, elle touche tous les âges. La musique de la langue, elle touche tous les âges. Donc, on oublie aussi ce qu'est un enfant. Et un enfant, c'est quelqu'un qui, toute la journée, le matin au petit déjeuner avec les grands frères et sœurs collégiens, lycéens, entend des choses qui lui échappent complètement. Les discussions à la boulangerie, au repas de famille du dimanche midi, il est constamment plongé dans un monde dont il ne possède pas tous les tenants et les aboutissants, et il sait faire avec cette complexité, il sait faire magnifiquement. Pour moi, c'est une aptitude propre à l'enfance que de savoir gérer une complexité qu'on ne maîtrise pas. Et donc, selon moi, il n'y a pas de difficulté à emmener les enfants parfois vers des œuvres qui nous paraissent inaccessibles, trop complexes. Et mon expérience, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec l'œuvre de Claude Ponty, qui remonte quand même maintenant à quasiment un quart de siècle, où je continue à observer, à analyser cette production, et puis surtout à interagir avec ses lecteurs. Et je m'aperçois que c'est une œuvre qui passionne les enfants, alors que c'est une œuvre
hyper complexe, bourré de références, de jeux de mots. Moi, pour ne serait-ce que lire correctement, mais je dirais avoir l'impression d'avoir simplement lu un livre de Claude Ponty, souvent il me faut 3 lectures, parce qu'il y a une telle densité dans le texte, dans l'image, dans la composition, qu'il faut vraiment que je lise plusieurs fois pour que mon cerveau arrive à vraiment bien prendre la mesure de ce que je reçois. Et les enfants sont hyper à l'aise avec cette œuvre et ils en redemandent. Donc voilà, et puis à l'inverse, il y a aussi des enfants. Moi, il m'est arrivé une fois aussi un ado, vraiment très ado, quoi. Enfin, avec des marqueurs d'ado, la capuche, la dégaine, la posture, tourner autour parce que voilà, dans un rayon plein de livres pour enfants, et puis me confier un peu brutalement qu'il aimerait bien lire des livres pour les bébés. J'ai jamais bien su ce qui l'attirait, mais en tout cas, manifestement, à ce moment-là, est-ce que c'était une petite bouffée de nostalgie? Est-ce que lui, il trouve des choses qui l'intéressent dans les livres pour les tout-petits? Mais en tout cas, c'était sa demande et je l'ai vu pendant quasiment 1 heure éplucher frénétiquement des albums pour les bébés. Voilà, donc la question de l'âge, à mon avis, n'est pas forcément la bonne question à se poser quand on veut offrir, quand on a un livre pour enfants entre les mains, de savoir à quel enfant on le destine. Sensibilité, peut-être. Oui, c'est ça, sensibilité, goût, intelligence aussi. Et oui, puis niveau aussi de lecture, peut-être. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de très jeunes lire des ouvrages comme genre Harry Potter, effectivement, c'est un peu un... Maintenant, il m'est arrivé de croiser des jeunes enfants de 8 ans qui avaient déjà lu tout Harry Potter. Bon, c'est jeune, quoi. Oui, non, mais ça je conçois bien que ça surprenne. Et en même temps, je pense qu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils sont habitués à laisser de côté ce qu'ils ne comprennent pas. On n'a plus l'habitude en tant qu'adulte, mais... même en fait quand même jusqu'à assez tardivement, moi je me souviens dans mes études, j'avais quand même souvent le dictionnaire à côté du livre. C'est des choses qui ne nous arrivent quasiment plus ou assez rarement, mais en fait lire un texte bourré de mots inconnus, c'est vraiment, ça fait partie du quotidien des enfants. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir peut-être un peu plus de mots inconnus, mais enfin si l'intrigue les accroche, c'est pas grave, ils vont tenir tête et puis ils vont progresser dans l'intrigue, et c'est pas très grave s'il y a un mot, je sais pas, sur 10, j'en sais rien, qu'ils ne comprennent pas, ils le mettent de côté et puis ils foncent. Mais vous parliez des poètes, du grand fabuliste. Ça m'avait pensé, donc, effectivement, dans l'extrait musical, dans l'introduction, il y avait Jacques Prévert, chanté par Yves Montand. Là, j'ai découvert qu'il avait été donc illustré par Jacqueline Duhem. Donc aussi, c'est un grand nom de catalogue Gallimard. Oui, et puis par d'autres, chez Gallimard, André François, qui était un très très grand artiste peintre, affichiste aussi. La photographe Annie Manière Hilla a aussi travaillé avec Prévert. Donc oui, mais Prévert, c'est un très bon exemple, je trouve, de cette idée d'une littérature pour tous, en fait. C'est vraiment ça, la poésie de Jacques Prévert, c'est une poésie qu'on imagine vraiment accessible à tous. Et il y a de ça. Et sans doute est-il assez emblématique, oui. Alors, il a écrit, vraiment, au-delà des caractéristiques et des qualités de sa poésie. C'est sûr qu'il a aussi vraiment écrit pour la jeunesse, mais finalement avec une verve, un sens de la fantaisie, de l'absurde, qui est absolument intact. Je me suis jamais penchée sur cette question, mais je pense que je connais pas non plus. Vous voyez là, c'est vraiment on constate. Enfin, tous les jours, je me dis mais il faudrait vraiment travailler sur ce sujet, sur cet auteur, mais je suis pas sûre qu'il y ait déjà eu des mémoires ou des essais
qui vraiment considèrent l'ensemble de l'œuvre de Jacques Prévert et justement réfléchissent à la manière dont il s'adressait à du tout public ou à la jeunesse. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Laquelle? Ce serait assez intéressant à considérer. La spécificité, bien sûr, de ces ouvrages pour la jeunesse, c'est qu'ils ont quasiment tous été illustrés, et effectivement par des grands artistes en général. Là, vous disiez le mot absurde, et vous nous aviez mentionné aussi UNESCO pour la jeunesse. Si on n'y aurait pas pensé. Pas forcément. Mais il y en Après, il y en a qui y ont pensé, et notamment tous ces éditeurs dans les années 70 qui ont vraiment voulu prendre le contre-pied, voilà, de livres pour enfants qui rimaient un peu trop souvent avec gnangnan et qui ont essayé de bouleverser les codes. Et c'est notamment l'éditeur François-Ruy Vidal qui quand même s'est payé le luxe à la fois donc de demander des contes pour enfants à Eugène Ionesco, mais aussi un texte d'album pour enfants à Marguerite Duras, à Ernesto. Et ce qui est assez formidable, c'est que l'un comme l'autre ont écrit profondément pour les enfants, ont mis en scène des enfants dans leur récit, mais n'ont rien retranché de leur qualité stylistique, de leurs préoccupations. Marguerite Duras avec Ernesto, c'est vraiment un réquisitoire très fort sur le monde scolaire. Et Ionesco, c'est de l'absurde à l'état brut, avec une petite fille dont le papa... auquel le papa raconte des histoires, et notamment une histoire dont absolument tous les personnages, tous les protagonistes, hommes, femmes, enfants, animés ou non, s'appellent Jacqueline. Oui, ça j'aime beaucoup. On a pas mal parlé d'albums, bien sûr, on a parlé de des ponts dans un sens ou dans un autre, des enjambements. Et tout à l'heure aussi, vous m'avez dit que l'intérêt pour les adultes pouvait venir à la fois par l'illustration, par le texte, mais aussi peut-être par la connaissance, parce que chez Gallimard Jeunesse, il y a un pan de catalogue qui est important qui s'appelle documentaire ou découverte. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette... C'est très tôt, dès alors, chez Gallimard, il y a deux grandes périodes dédiées à la jeunesse. Il y a avant la création du département jeunesse et après. Donc, dans la première période, il y a eu très tôt des tentatives d'aller vers ce domaine de la connaissance et de l'aborder aussi avec des écrivains. Par exemple, la collection Le Gai Savoir, qui avait été conduite par Colette Vivier, fameuse écrivain pour la jeunesse, La Maison des Petits Bonheurs, etc. Et ensuite, à partir de la création 72 du département jeunesse en tant que tel, sous la houlette de Pierre Marchand, nous sommes d'ailleurs présentement dans la salle Pierre Marchand, aux éditions Gallimard Jeunesse, il y a eu cette volonté de ne pas dissocier en fait la lecture d'information de la lecture littéraire, et de ne pas se dire que c'était des enfants différents auxquels on allait s'adresser dans des propos encyclopédiques ou dans le roman. Et donc partant de là, il a mené vraiment à la fois une réflexion, mais vraiment des expérimentations constantes pour faire évoluer la forme, en fait, de l'ouvrage dit documentaire pour la jeunesse. Et donc il a fait preuve d'énormément d'inventivité. Il a trouvé des solutions à la fois techniques, avec des logiques de transparent imprimé dans la collection Mes Premières Découvertes. Et puis ensuite, il s'est associé à deux éditeurs
anglais qui étaient spécialisés eux plus dans l'iconographie, dans l'illustration par la photographie, et pour créer donc la collection Les Yeux de la Découverte, qui a vraiment complètement bouleversé le champ du livre documentaire, mais y compris pour adultes, puisqu'en fait toute cette identité visuelle, donc qui reposait à la fois sur des images détourées, des fonds blancs, plusieurs niveaux de texte, mais aussi de très très belles et très riches mises en page, un beau papier. Ensuite, c'est décliné sur l'ensemble du champ, en guide de voyage, et puis la plupart des grands éditeurs ont ensuite endosser ces caractéristiques visuelles, et aujourd'hui on ne discerne plus ce qui provient de cette collection, mais en fait c'est vraiment très très marquant dans les années 90, ces très très grandes évolutions. Et puis Pierre Marchand a quitté Gallimard Jeunesse, et un nouveau responsable du documentaire est arrivé dans la maison à un moment où, par ailleurs, Internet se généralisait, et où les enfants qui avaient à faire des exposés, ce qui était quand même le premier public de ces documentaires, s'est tourné vers d'autres ressources, et donc s'est posé au secteur la question de savoir que devient le documentaire à l'heure où chacun accède extrêmement facilement à n'importe quelle question, où il ne s'agit pas d'aller chercher un documentaire sur tel thème ou telle encyclopédie, etc., mais où on peut poser n'importe quelle question à la toile. Et en fait, ça a eu pour effet de complètement transformer le champ du documentaire, notamment pour la jeunesse, et de reconfigurer toutes ces caractéristiques, à savoir qu'est-ce que c'est que l'objectivité d'un propos, est-ce qu'on est obligé d'être objectif, est-ce qu'on ne peut pas assumer une subjectivité, qu'est-ce que c'est qu'un sujet documentaire, c'est peut-être plus un sujet scolaire, donc si c'est plus un sujet scolaire, il y a plein de thématiques qui s'ouvrent. Est-ce que on est obligé de respecter des règles de représentation, ou est-ce qu'on peut faire appel à des visions d'artistes, des esthétiques, etc. Et donc en fait, ces 15-20 dernières années, le champ du documentaire est celui qui s'est le plus transformé, métamorphosé, et qui est l'un des secteurs de l'édition jeunesse les plus dynamiques, les plus passionnants à observer dans ces évolutions. Vous avez dit une révolution. Moi, je me rappelle très bien quand elle a été lancée, peut-être pas à l'année près, mais je me rappelle de la séduction, effectivement, de ces découvertes Gallimard. Oui, on n'avait jamais vu ça, quoi. Moi, je me souviens très précisément. Le côté universel aussi de... Je me souviens très précisément, et c'est, je pense, la seule fois de ma vie que j'ai fait ça, c'est que quand j'ai vu les premières publications de cette collection Découverte Gallimard, alors, dont il faut souligner qu'elle était tout public, qu'elle n'était pas spécifiquement, elle a été faite par Pierre Marchand et par les équipes de Gallimard Jeunesse, mais elle n'était pas estampillée Gallimard Jeunesse, c'était vraiment Gallimard. Moi, j'étais vraiment très jeune adulte, et je suis vraiment allée chez mon libraire avec vraiment toutes mes étrennes, et j'ai dit voilà, je veux tous les tomes de cette collection. Et je crois que j'ai pu en acheter une quinzaine ou une vingtaine, que j'ai toujours, non seulement, mais surtout, je pense, c'est la seule fois que j'ai fait ça de ma vie. Et c'était tellement beau, et pourtant au format poche, souple, il y avait tout ce pré-générique, en images, on arrivait ensuite dans le cœur du propos, il y avait des images détourées sur papier glacé. C'était juste irrésistible. Et puis, les thématiques étaient hyper intéressantes. C'était vraiment le champ de la connaissance sans limite. Autre grande révolution à l'intérieur même du catalogue, et puis pour la suite. Bon, on en a déjà parlé, évidemment, il est très connu, c'est Harry Potter, parce qu'il y a un avant et un après
Harry Potter, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé beaucoup de choses pour le champ de l'édition jeunesse et surtout le roman. Oui, il y a vraiment avant-après. Quand on regarde... moi, je m'étais amusée une fois à faire une sorte de planisphère des éditeurs de romans pour la jeunesse, avant Harry Potter et puis 10 ans après. On a quasiment quelque chose de très parsemé, clairsemé avant. Après, on a une multitude de maisons, de collections qui se sont engouffrées vraiment dans la brèche. Ça a été un appel d'air énorme pour la lecture. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y avait un succès populaire, un plaisir de lire qui était véritablement de la littérature, qui a immédiatement été étudiée par des universitaires. Donc il y avait vraiment la conjonction d'une œuvre littéraire au sens fort, qui intéresse la recherche, la critique, et qui suscite une adhésion, un engouement immédiat d'un lectorat dont on pensait qu'il n'était pas capable d'aller au-delà de 200, 250 pages, et puis qui tout à coup s'envoie des milliers de pages en un clin d'œil, voire même qui ensuite va réclamer des pavés. Et tous les éditeurs vont rivaliser d'idées pour avoir le papier le plus épais, la typo la plus aérée, la mise en page, etc., pour produire des gros livres, parce que tout à coup, les enfants voulaient des gros livres. Et sans illustration au début. Et voilà. Donc c'est complètement... donc il y a ça, et puis la question qui se posait, donc qui s'est posée pendant des années, et peut-être même encore aujourd'hui, c'est que lire après Harry Potter. Et donc il fallait vraiment nourrir toute cette demande. Donc c'est l'ère de toutes ces grandes séries qui ont suivi et qui ont en effet, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, emmené en fait un public, accompagner un public jusqu'à l'âge adulte, et sans doute que le young adult, en fait, la manifestation c'est très générationnel quand même, hein. C'est-à-dire c'est vraiment la génération Harry Potter qui a suivi d'année en année les publications jusqu'à arriver à 17-18 ans et puis à pas vouloir sortir en fait de cette littérature. Et d'ailleurs, Harry Potter, c'est de la fantasy ou c'est le monde des sorciers? Oui, c'est classé, bien sûr, c'est classé en fantasy. Après, c'est comme Pullman aussi, il y a un ancrage finalement avec le quotidien, avec le réel. On est certes dans un monde qui fonctionne de manière particulière, magique, mais c'est vrai que l'un comme l'autre, il y a quand même une forme, je ne sais pas si on pourrait dire de réalisme, mais en tout cas, il y a un ancrage dans un concret. On n'est pas totalement, comme dans la science-fiction, dans des univers qui fonctionnent en tout point différemment du nôtre. Oui, science-fiction d'ailleurs, qui étonnamment reste plus adulte ou BD peut-être, mais là je vois... sauf si on considère la dystopie, qui a quand même très 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 bien fonctionné en ado et en young adult. Donc il y a quand même ce genre, enfin ce sous-genre très très précis de la science-fiction qui a très largement séduit. Après, je suis pas bien au fait des enquêtes sur le lectorat. Est-ce que ce lectorat jeunesse, fantasy, dystopie est allé ensuite vers la science-fiction en littérature générale? Je ne sais pas dans quelle proportion, j'imagine qu'il y en a, mais j'ai le sentiment quand même que la littérature générale se tient quand même encore beaucoup à l'écart de ce lectorat et de ce champ littéraire. Les littératures de l'imaginaire sont quand même encore beaucoup le fait d'éditeurs jeunesse. Merci beaucoup. Pour finir, on va revenir peut-être à vos premiers amours, les albums, j'ai bien compris. Ah oui, ce sont les premières à la fois, parce que j'ai commencé à m'intéresser à la littérature pour la jeunesse par les albums.
mais aussi, quand même, c'est la production qui m'intéresse le plus, que je trouve la plus innovante, la plus créative, et puis la plus passionnante, parce que contrairement aux idées reçues, en fait, moi je trouve que l'album, c'est ce qui est le plus complexe. En tout cas, en tant que critique, l'analyse d'un album me demande beaucoup plus de temps que l'analyse d'un roman, y compris de 800 pages. Alors justement, ma question, ce serait, alors, à l'intérieur du catalogue Gallimard, puisque nous sommes leurs hôtes, quels albums recommanderiez-vous ? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans la production contemporaine d'albums chez Gallimard Jeunesse, c'est ces albums qui se destineraient peut-être plutôt à un lectorat un petit peu plus âgé que celui qu'on pense être celui de l'album, à savoir en fait les enfants qui ne lisent pas encore. Et moi, il y a beaucoup de titres du catalogue Gallimard Jeunesse qui s'adresseraient plutôt à un lectorat déjà lecteur, que je trouve vraiment remarquable et qui sont, je pense, des albums qui resteront dans l'histoire, qui s'affirmeront comme des classiques. Je pense par exemple à Roi et Reine de Babel de François Place. C'est assez amusant parce que François Place, il rentre les premières années de Gallimard Jeunesse en tant qu'illustrateur pour les tout premiers folios cadets découvertes, c'est-à-dire en fait les premiers folios juniors, enfin cadets qui vont aller vers le documentaire. Puis il rentre comme purement illustrateur dans la maison. Puis là, au fil des années, des éditeurs est passé du côté de l'écriture avec des romans comme par exemple La Douane volante ou Plus près de nous, Olympe de Roque d'Or. Mais ça reste un auteur illustrateur. Et donc, il y a quelques années, il avait signé cette recréation du mythe de Babel au travers d'une généalogie des rois et reines donc, de Babel. Ce sont des textes assez courts. Chaque génération est décrite par quasiment ne serait-ce qu'un paragraphe, mais c'est extrêmement riche. Et puis surtout, il y a ces vastes illustrations de François Place, toujours très détaillées. C'est vraiment là un livre, je trouve, fascinant et qui peut convaincre tout type de lecteur. Mais voilà, je pense aussi aux albums de Timothée de Fontbelle, lui aussi écrivain vraiment pour ados et qui va aussi rédiger des textes d'albums. Donc c'est peut-être sur ce champ un petit peu resserré, mais que moi je vois un grand intérêt aujourd'hui, aussi du côté de Giboulet avec une artiste comme Cruciforme, son colorama, voilà, c'est vraiment inclassable. Oui, c'est tout à fait inclassable et en même temps, ça plaît vraiment à tout le monde. Donc, il ne faut surtout pas le classer, il ne faut surtout pas l'enfermer, lui poser une étiquette. C'est à la fois du documentaire, du nuancier, de l'esthétique, de la poésie. Enfin, il y a absolument... on est totalement comblé en tant que lecteur, quel que soit notre âge, avec des publications comme celle-ci. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on se recroisera peut-être à l'occasion de l'apparition d'un roman cette fois. Qui sait. Merci encore. Merci. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.